Delphine Valentin, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'heureuse éditrice de Barbara Kingsolver, un des romans de la rentrée aux éditions Rivage, un roman foisonnant, comme nous allons le découvrir à travers cet échange avec vous, de cette écrivaine hors norme, une écrivaine très importante dans le paysage littéraire américain. Barbara Kingsolver nous offre un roman qui s'intitule Des vies à découvert. Nous allons nous plonger évidemment dans cette histoire et accompagner ces personnages, mais avant tout, j'aimerais, Delphine Valentin, que vous nous disiez quelques mots sur cette écrivaine, qui elle est et pourquoi est-elle si importante dans le paysage littéraire américain. Oui, alors en effet, je pense que c'est important de rappeler un peu qui est Barbara Kingsolver, parce que c'est un nom qui est assez évocateur pour beaucoup de lecteurs, et en même temps, son dernier roman est paru il y a 7 ans déjà chez Rivage, c'était dans La Lumière, et en vérité, des vieilles découvertes, je pense que c'est vraiment une très bonne occasion de découvrir ou de redécouvrir cet auteur, qui est une des grandes plumes, une des grandes femmes de la littérature américaine. Elle est arrivée. Alors, je pense que si je peux faire petit rappel de qui elle est, c'est assez important parce que sa biographie nourrit beaucoup ses livres, enfin traverse ses livres, même si c'est quelqu'un de très pudique qui va pas mettre des éléments de sa biographie dans la littérature, mais en tout cas, il y a un lien direct quand même. Donc elle est née en 55, elle a grandi dans le Kentucky, elle a vécu, elle a une vie partagée entre les livres, la nature, une enfance très libre. Et elle a aussi elle a une enfance voyageuse, parce qu'elle a beaucoup voyagé avec son père qui était médecin, qui partait en mission, en particulier au Congo. Ce qu'on retrouvera dans un de ses livres qui s'appelle Les yeux dans les arbres. Et je pense que ça lui a permis à la fois d'avoir ce contact avec la nature qui compte énormément dans sa littérature, et aussi un regard sur le monde déjà très, très ouvert, voilà, et qui a sûrement nourri ses engagements politiques, parce que c'est une femme très engagée. Elle a défendu les droits de l'homme à travers différentes missions. Elle a battu le pavé contre Nixon, donc très jeune déjà. Et c'est une activiste écologiste de toujours. C'est pas un thème récent dans sa vie qu'on retrouverait dans Des vies à découvert. C'est vraiment un thème important pour elle. L'écologie, mais elle est elle-même biologiste d'ailleurs de Voilà, formation. oui, oui, C'est oui. très important dans Oui, son travail. exactement. Elle a fait des études de biologie, elle a enseigné la biologie, elle a écrit des articles dans des revues de biologie. Et dans toute son œuvre, effectivement, on retrouve cet intérêt pour la nature et pour la défense de l'environnement, et cette interrogation sur le rapport que l'homme entretient avec la nature. Et encore une fois, c'est vraiment un thème qui lui est cher et qui date, je crois que c'est déjà dans Un été prodigue, qui reparaît en poche d'ailleurs en même temps que Des vies à découvert. Elle s'interroge sur la manière de protéger la nature à travers des personnages féminins très, très, très forts, comme dans tous ses livres. Et puis elle a écrit ce livre, Un jardin dans les Appalaches, qui est plus un récit, et qui était, je crois que ça de 2007, pardon, et qui était une réflexion sur, en fait, elle a tenté une expérience locavore avant l'heure aussi, voilà, en essayant de se nourrir uniquement de ce qu'elle pouvait, de son potager et de ce qui était cultivé dans la région. Voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'elle avait un regard ouvert sur le monde, qu'elle a voyagé, que c'est une femme voilà engagée. Au-delà de ouvert, je dirais peut-être aussi affûté. C'est ce qu'on va voir dans ce roman, qui est construit en 2 temps, puisqu'on va traverser 2 époques, l'époque contemporaine et le 19e siècle, où nous sommes, je crois, en 1891. Nous allons partir à la rencontre de différents personnages, 2 familles très exactement, mais tout se passe au même endroit, dans une même maison, qui se trouve à Vineland, si je prononce correctement, qui est un lieu assez particulier, qui a une histoire particulière. Peut-être parler déjà de ce lieu, et puis ensuite on va développer sur les personnages et les époques. Oui, Vineland, en fait, Barbara Kingsolver a découvert cette ville en faisant des recherches pour son livre. C'était une espèce d'utopie. Alors,
anti-alcoolique, parce que l'idée c'était de créer une ville Sobre, voilà, cauchemar. Ouais, tout à fait. Et c'est une ville qui a été créée par quelqu'un qui s'appelle Charles Landis et qui était en fait un exploitant de la misère humaine, puisqu'il a fait venir des migrants pour construire la ville et pour servir de petites mains, etc. Et en fait, c'est une ville qui en plus a assez mal évolué, parce qu'aujourd'hui elle est pas voilà, c'est pas une ville qui a explosé économiquement. Et en fait, ce Charles Landis, elle a vu tout de suite des parallèles intéressants à faire avec Un certain monsieur Trump. voilà, qui n'est jamais nommé dans le livre, mais qui est quand même bien présent. Oui, il y a d'ailleurs même des ressemblances physiques, hein, je Tout crois, à au niveau fait, de la il a chevelure. voilà. Et tout ça est absolument vrai, parce qu'en fait, elle a découvert tous ces détails en se plongeant dans... en fait, ce type était assez mégalomaniaque. En créant la ville, un des premiers bâtiments qu'il a créé, c'est la Société d'Histoire. Il a créé son propre journal, et l'idée, c'est que dès le numéro 1, tout était archivé avec ces hauts faits. Donc, Barbara Kingsolver avait une documentation très riche. Alors, dans cette ville, nous allons partir à la rencontre d'une famille, à l'époque contemporaine d'abord, la famille de Willa. Willa et son mari Janos, qui est grec d'origine, vit là avec également le beau-père Nick. Ils ont 2 enfants et ils vivent dans cette maison qui est implantée là depuis un petit moment déjà et dont on sent la décrépitude. Hein. Cette maison ne tient pas vraiment sur d'ailleurs n'a pas de fondation, en fait, j'allais dire ne tient pas sur ses fondations, mais elle n'a pas de fondation, et c'est d'ailleurs toute la subtilité de Barbara Kingsolver qui joue avec les symboles dans ce livre. Et l'autre époque, 1891, on va partir à la rencontre de Thatcher, marié à une jeune femme absolument ravissante, Rose. Lui, il est professeur et il va faire la connaissance d'une voisine qui n'est autre qu'une certaine Mary Treats, qui elle-même, est une sorte de biologiste comme Barbara Kingsolver, qui s'intéresse plus particulièrement aux insectes. Alors, première question déjà, pourquoi Barbara Kingsolver choisit de planter son histoire sur 2 époques différentes, et peut-être aussi pourquoi ces 2 époques? Alors, l'idée, c'est le thème qui sous-tend tout ça, c'est dans un monde qui s'effondre comme le nôtre aujourd'hui, d'une certaine manière, comment on s'en sort, comment chacun réagit. L'idée, c'est vraiment ça, de choisir plusieurs personnages très différents de leur parcours et de leur vision politique, et voir comment on réagit quand toutes les croyances, tout ce qu'on a appris, tout ce qui concernait les règles à suivre pour mener une bonne vie, s'effondre. Et elle était partie sur la période actuelle. C'était vraiment la première question, c'est comment on fait aujourd'hui, en fait. Et elle s'est demandé quelle autre époque pouvait faire écho à celle-ci. Et en fait, si elle a choisi cette époque, c'est parce que c'est le moment où Darwin vient un peu bousculer la vision, la place de l'homme dans le monde. Et en fait, elle a elle-même réalisé, alors qu'elle est biologiste, en lisant certains documents, à quel point l'arrivée de Charles Darwin et de ses théories a bousculé le monde. C'est-à-dire, on brûlait des effigies de Darwin à New York, tellement on a refusé que le monde puisse être bouleversé à ce point-là. Donc, c'est à partir de là qu'elle s'est dit que c'était peut-être 2 périodes qui pouvaient se faire écho. Et en plus, elle tombe sur ce personnage de Mary Treat, qui correspond avec Darwin, et évidemment ce qui permet d'avoir tout un dialogue ensuite avec Thatcher sur cette question justement de la place de l'homme dans la nature et sur la planète. Darwin, vous disiez, bouscule, c'est même carrément un tremblement de terre, puisque il arrive en opposition avec Dieu, lui qui pourtant était si croyant. Cette idée de perte de repères, c'est ce qu'on retrouve aussi chez Willa. Elle a ce fils qui a tout bon, comme on dit. Il a fait
Stanford, il a fait Harvard, il est promis un magnifique avenir, et en fait tout s'effondre autour de lui parce qu'il est endetté, parce que le système qui lui a fait tant de promesses, en lui disant si tu fais des efforts, si tu rentres dans les grandes écoles, tu vas y arriver, en fait ne répond plus à ses promesses. Donc ce sont deux époques de perte de repères. Oui, tout à fait. Et là, en fait, elle a assez bien réuni dans la famille de Willard plusieurs pertes de repères, puisque déjà le père, lui, se retrouve au chômage parce que la faculté, il est universitaire, la faculté où il enseignait fait faillite. La maison qu'ils habitaient était sur le campus, donc ils perdent leur maison. Et en fait, ce qui était un couple une famille de la middle class qui avait suivi toutes les règles, se retrouve pratiquement sans abri, d'où le titre du livre qui est en anglais Unsheltered. Et par miracle, ils héritent de cette maison qui en fait menace de s'effondrer. Et donc, il y a le père qui se retrouve au chômage, qui finalement est embauché dans une petite fac bien moins prestigieuse. La maison qui s'effondre, le fils qui est endetté avant même de commencer à travailler et qui même préfère être en stage parce qu'à partir du moment où il va être salarié, il faudra qu'il rembourse ses dettes d'étudiant. Et puis, il y a aussi quand même le grand-père, Nick, qui en fait, n'a pas de couverture sociale puisque ils ont tout perdu d'un coup, quoi. Donc, voilà. Et puis Willa, qui est journaliste et qui ne peut quasiment plus exercer son métier parce qu'elle a 50 ans et qu'à 50 ans, semble-t-il, aux États-Unis, si on n'est pas bien implanté dans une entreprise, en fait, on vaut plus rien d'une certaine façon. Exactement. Et en fait, elle est d'autant plus choquée, Willa, que elle a vraiment cru à tout ça. Elle a vraiment cru qu'après les études, on avait un travail et qu'après le travail, on avait une retraite. Et donc, elle a ce personnage vraiment merveilleux qui est sa fille, qui prend le contre-pied du modèle de ses parents, du modèle des baby boomers, en fait. Alors oui, ce personnage, on va s'attarder un petit peu sur Tig, comme on la surnomme, Tig de Tiger, mais en réalité d'Antigone. Origine grecque oblige, mais peut-être aussi une petite référence au côté révolté du personnage mythologique. Antigone, Tig, qu'est-ce qu'elle représente exactement dans cette famille? Est-ce que c'est l'espoir? Est-ce que c'est la lueur d'espoir? Alors, j'ai l'impression qu'elle représente déjà une forme de réalisme, c'est-à-dire telle Antigone, elle vient annoncer la tragédie, puisqu'elle essaye de rappeler que la croissance, ça marche plus, que les ressources naturelles, il n'y en a plus. Donc, elle vient annoncer la tragédie imminente et en même temps, elle vient montrer une façon d'y faire face. Et effectivement, pour moi, c'est plutôt le message d'espoir. Et d'ailleurs, Barbara Kingsolver décrit son livre comme une lettre d'amour aux millennials, parce qu'elle pense que c'est tout à fait ça. Je pense que c'est le message qui est porté par ce livre. Les problèmes d'hier vont pas être résolus par les gens d'hier, et que voilà, il faut faire confiance aux millennials. Et Tig représente cet espoir de savoir faire autrement, de savoir en bidouillant, enfin en tout cas en changeant de paradigme, avoir quand même une belle vie. Alors, Thatcher, en 1891, qui rencontre Mary Treat, qui est donc sa voisine. Lui, on l'a dit, il est professeur. Il va avoir des conversations absolument passionnantes avec cette femme qui est passionnante, qui est très moderne pour son époque. C'est une époque où les femmes ne sont pas biologistes ou spécialistes des insectes. Va se nouer une relation très puissante entre eux. Oui, parce qu'en fait, alors, Thatcher Greenwood, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Il m'a rappelé un peu Martin Eden. Il vient du Boston, il vient de la rue et par des rencontres, par un mentor, il a fait des études, il est scientifique et en fait, il aime la vérité. Et donc, il se marié à cette jeune femme de la bourgeoisie déchue, Rose, qui, elle, n'est pas du tout dans ce genre de préoccupation. Et très vaniteuse, très vaniteuse, voilà, qui est vraiment tout dans l'apparence, dans retrouver son statut social perdu. Et la première scène où on voit Mary Treat, cette botaniste dont je ne sais pas si on a dit, mais qui est un personnage réel, qui a vraiment eu cette correspondance avec Darwin. La première fois qu'il la voit, elle est étendue dans l'herbe, à plat ventre, et en fait, il se demande ce qu'elle fait, ils la prennent pour une folle, et elle est en train d'étudier des fourmis.
et ils vont commencer à avoir une relation qui le sauve en fait du monde dans lequel qu'il doit affronter par ailleurs, puisque lui est défenseur des théories de Darwin, passionné par toutes ces nouveautés scientifiques, mais il se retrouve confronté à une société de Vinland qui refuse absolument ça, parce que ça fait tomber l'homme de son piédestal. Et il est confronté en particulier au directeur de son lycée qui est voilà, il y a une confrontation entre eux. C'est le grand dilemme en fait, voilà. Est-ce qu'il doit enseigner ou pas la parole de Darwin? Voilà, et évidemment Mary Treat lui dit mais bien sûr, parce que c'est la vérité. Pour elle, c'est absolument évident. Et en fait, il trouve un grand réconfort intellectuel à partager ses soucis avec elle. Alors, vous évoquiez cette image de Mary Treat à plat ventre et j'avais envie de rire parce que c'est vrai que l'image est assez cocasse, mais surtout, elle en dit aussi long, je pense, sur le style de Barbara Kingsolver. Barbara Kingsolver, on parlait tout à l'heure de ce regard très, très pointu, très subtil sur la société, mais ça se reflète également dans son écriture, où il y a à la fois de l'humour, de la tendresse, des sous-entendus. Il y a plein de niveaux de compréhension, pas de lecture exactement, mais de compréhension de ce que sous-entendent les personnages. À quoi c'est dû? C'est la construction du personnage qui fait que le texte est aussi riche en épaisseur? Alors, pour parler de son écriture, déjà, ce que je trouve admirable, c'est sa capacité à passer d'une époque à l'autre. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le 19e, elle a vraiment un langage très riche qui correspond à l'époque. Et je pense que ce qui fait la richesse des personnages, ce qui fait qu'ils sont tous plus ou moins attachants, c'est l'empathie dont elle est capable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Ces livres lui servent quand même à livrer un idéal. Mais chaque personnage, elle le comprend et on s'y attache tous. Même le pire, même le grand-père absolument abominable, on s'y attache aussi. Et elle a, comme vous disiez, une espèce d'ironie douce qui traverse tous ses romans et qui est vraiment très originale, très particulière et qui donne une ampleur romanesque dont elle est vraiment une des meilleure représentante aux États-Unis. Oui, on peut dire que c'est un roman engagé, mais empreint d'une très grande douceur et d'une très grande tendresse. Oui. En tout cas, c'est un roman à lire absolument, des vies à découvert. Merci beaucoup Delphine Valentin de nous avoir fait partager votre tendresse aussi pour Barbara Kingsolver. Merci à vous.